L'air de la banque était froid, empreint d'une odeur d'argent propre et d'air recyclé. C'était un lieu stérile, silencieux. Le genre d'endroit où les plus grandes décisions d'une vie se réduisent à une signature au bas d'une page. J'étais assise en face d'un homme nommé Julien, le directeur de l'agence. Il avait des yeux bienveillants. Mais aujourd'hui, ils étaient remplis d'une inquiétude professionnelle. Mes mains étaient sagement jointes sur mes genoux. Ma posture aussi droite et inflexible que les colonnes de marbre à l'extérieur. « Madame Fournier ?» dit-il. La voix basse et douce. « Je veux juste être absolument certain. Il s'agit d'un virement de 30 000 €. Une fois que nous annulons la demande, c'est définitif. Pour la réémettre, il faudrait entamer une nouvelle procédure. » Je soutins son regard sans ciller. Ma propre voix, quand elle sortit, semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle était d'un calme déconcertant. « Je comprends. Julien. S'il vous plaît. Annulez-le. » Il hésita, tapotant son stylo sur le dossier posé devant lui. « Est-ce que tout va bien ? » C'était pour le lieu de réception du mariage, n'est-ce pas ? Je lui offris un petit sourire crispé qui n'atteignit pas mes yeux. C'était un masque que j'avais perfectionné au fil des décennies. Le sourire d'une femme qui maintient tout en place. Les circonstances ont changé, dis-je simplement. Il hocha lentement la tête, sentant qu'il ne devait pas insister. Il se tourna vers son ordinateur, et ses doigts se mirent à cliquer sur le clavier. Le son résonnant dans le silence entre nous. Chaque clic était une petite rupture nette. Un cordon qu'on coupe. Une promesse qu'on retire. La plupart des gens auraient tremblé. Ou pleuré. Ou se seraient remplis d'une rage qui brouille la vision. Mais je ne ressentais rien d'autre qu'une clarté profonde et glaçante. C'était le genre de clarté qui vient après le passage de la tempête. Quand on se retrouve debout au milieu des décombres et qu'on réalise qu'on a survécu. Mais pour comprendre comment une femme de 59 ans, une mère, se retrouve assise dans une banque, reprenant calmement l'argent destiné à construire le mariage de rêve de sa fille. Il faut remonter le temps. Juste une semaine. Il y a une semaine, ma vie était aussi prévisible et réconfortante que le lever du soleil sur les collines du Lyonnais. Je m'appelle Hélène Fournier. J'ai 59 ans. Veuve depuis près de 15 ans. Et je suis responsable administrative dans un petit cabinet d'avocats du centre-ville. Ce n'est pas un travail glamour. Mais c'est stable. Et la stabilité était la seule chose à laquelle j'aspirais. La seule chose pour laquelle je me suis battue pour la donner à mes enfants après la mort soudaine de mon mari. Thomas. Me laissant avec une montagne de chagrin et 2 adolescents à élever. Mon monde tournait autour d'eux. Amélie. Ma fille. Qui venait d'avoir 32 ans. Et Lucas. Mon fils. De 29 ans. Ils étaient la raison de tout. De chaque heure supplémentaire que je prenais. De chaque vacances que je reportais. De chaque fois que je rapiéçais mon vieux manteau au lieu d'en acheter un neuf. J'ai passé la meilleure partie de ma vie d'adulte à m'assurer qu'ils ne connaîtraient jamais la morsure aiguë du manque que j'avais connu. Je voulais que leur vie soit douce. Pavée d'opportunités que je n'avais jamais eues. Et pour la plupart, j'avais réussi. Lucas était professeur d'histoire géo au lycée. Marié à une femme formidable. Et il parlait de fonder une famille. Et Amélie. Amélie était mon étoile brillante. Elle avait un poste à haute responsabilité dans le marketing et était fiancée à un homme nommé Pierre-Louis. Issu d'une famille dont le nom était reconnu. Il préparait un mariage spectaculaire. Le genre que l'on voit dans les magazines. Mardi dernier, mon monde était encore entier. Je me souviens clairement de la matinée. La douce lumière filtrant par la fenêtre de la cuisine.
L'odeur familière du café qui infuse. Le bourdonnement discret du réfrigérateur. Je pensais au mariage. J'avais déjà donné à Amélie 20 000 € pour aider aux premiers frais Lacompte pour le magnifique château dans le Beaujolais. Le photographe qu'elle suivait sur Instagram depuis ses années d'études. Le fleuriste qui pouvait faire des merveilles avec les pivoines. La voir si heureuse. Si excitée. Valait chaque centime. C'était l'aboutissement du travail de ma vie. De voir ma fille entrer dans une vie de sécurité et de bonheur. J'étais assise à ma table de cuisine, souriant en l'imaginant remonter l'allée, quand mon ordinateur portable a sonné pour un nouvel email. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. L'expéditeur était Amélie. L'objet était vide. Juste son nom. Là. Dans ma boîte de réception. J'ai souri. Pensant que c'était probablement une petite mise à jour. Une photo d'un centre de table qu'elle envisageait. Ou juste un gentil message avant son grand jour. Nous avions parlé des préparatifs quelques semaines auparavant. Et tout semblait parfait. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Le sourire toujours aux lèvres. Et puis. Le sourire a disparu. Maman. Commençait le message. Pas « Salut maman » ou « Ma chère maman ». Juste l'étiquette. Maman. L'email expliquait. En une série de phrases détachées et soigneusement formulées. Qu'elle et Pierre-Louis, ainsi que sa famille, avaient finalisé la liste des invités pour la cérémonie. Et, après mûre réflexion, ils avaient décidé qu'il serait préférable que je regarde le mariage via une diffusion en direct au lieu d'y assister en personne. Elle ajoutait que la mère de Pierre-Louis était très à cheval sur le nombre d'invités et voulait que l'événement reste intime. À la fin, une ligne a été ajoutée qui m'a fait l'effet d'un coup de poing. Si tu veux en faire partie, tu pourras regarder sur le lien Google Meet qu'on a créé. Ce sera comme si tu y étais. NDR. NDR. Mort de rire. Comme si désinviter sa propre mère de son mariage était un petit contretemps amusant. Une blague. J'ai fixé l'écran pendant un très long moment. Mon café a refroidi dans ma tasse. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'ai pas pleuré. Une étrange torpeur vide s'est répandue en moi, faisant taire les battements frénétiques de mon cœur. Ma première pensée n'a pas été la colère. C'était la honte. Une honte brûlante qui m'est montée aux joues. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La question résonnait dans le vide soudain de mon esprit. Ai-je dit quelque chose à la fête de fiançailles? Ne suis-je pas assez sophistiquée pour les deux Varennes? Ma vie simple et tranquille est-elle une source d'embarras pour elle maintenant? J'ai relu l'email. Encore et encore. Les mots ne changeaient pas. Ils étaient aussi froids et définitifs qu'une porte verrouillée. Chaque mot. Réflexion. Préférable. Intime. Était une excuse stérile. Au son professionnel. Conçu pour adoucir un message brutal. Mais il n'y avait aucune douceur. Il n'y avait que la coupure nette et franche du rejet. J'ai pensé à toutes ces années. Les fièvres où j'étais restée éveillée toute la nuit pour les faire tomber. Les genoux écorchés que j'avais consolés d'un baiser. Les projets de science que j'avais aidé à construire à minuit. Les heures que j'avais passées à l'écouter pleurer à cause de petits amis qui lui avaient brisé le cœur. L'argent que j'avais raclé pour son premier appartement. Pour son master. Pour la voiture dont elle avait besoin pour son premier vrai travail. J'avais été là pour chaque chute. Chaque triomphe. Chaque larme. J'étais la fondation sur laquelle elle avait bâti cette vie brillante et réussie. Et maintenant? On disait à cette fondation de regarder de loin. À travers un écran. Parce que je ne cadrais pas avec l'image parfaite de sa nouvelle vie. Je n'étais pas une invitée d'honneur.
J'étais un problème logistique qui avait été résolu avec un lien Google Meet et un MDR. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Les mots étaient coincés dans ma gorge, enchevêtrés avec 32 ans de souvenirs. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le clic doux sonnant comme un coup de marteau de juge. J'ai machinalement fini mon café froid. Le goût amer correspondant parfaitement à ce que je ressentais. Je me suis levée. J'ai lavé ma tasse et je me suis préparée pour le travail comme si c'était un mardi ordinaire. Mais ce n'en était pas un. C'était le jour où le sol sous mes pieds s'était fracturé. C'était le jour où j'ai arrêté de prétendre que mes sacrifices étaient autre chose qu'une dette qui avait finalement été remboursée en totalité. Le jour où tout a commencé à changer. Le trajet vers le bureau ce matin-là fut silencieux. L'air du début du printemps portait encore un frisson. Mais je le remarquais à peine. Mon esprit était un tourbillon. Tournant autour de la même question, comment en sommes-nous arrivés là? J'avais passé 18 ans à travailler dans le même cabinet d'avocats. Ce n'était pas glamour. Mais c'était stable. Et la stabilité était tout ce dont j'avais besoin après la mort de Thomas. Quand les enfants étaient encore adolescents. Je me souviens de m'être tenu devant notre vieille machine à laver. Les factures étalées sur le comptoir. Essayant de trouver comment payer à la fois les courses et les frais d'inscription d'Amélie à l'université. À l'époque, je n'ai pas hésité à renoncer à mes week-ends. J'ai pris des heures supplémentaires. Annulé des vacances. Laissé passer mes propres anniversaires sans y prêter attention. Il y aura du temps pour moi plus tard? Me disais-je. Mais ce plus tard n'est jamais venu. Chaque centime que j'économisais allait à Amélie et Lucas. Quand Amélie a changé de filière 2 fois et a eu besoin de crédits supplémentaires, je les ai payés. Quand elle a déménagé à l'autre bout du pays pour un travail qui n'a pas duré, j'ai payé la caution et le billet d'avion. Quand elle a pleuré sa deuxième grande rupture à 27 ans, j'ai pris l'avion. Je lui ai tenu la main et je lui ai préparé du thé dans une cuisine qui ne ressemblait pas à la sienne. Et quand Lucas a voulu acheter une maison avec sa fiancée, je me suis porté co-emprunteur et j'ai signé le premier chèque de 10 000 € sans hésiter. Je n'ai jamais tenu les comptes. C'est ce que font les mères. N'est-ce pas? Mais cet email m'a fait me sentir comme une transaction. Comme si j'avais servi mon but et n'était plus nécessaire. Comme si j'avais une date d'expiration. Et qu'elle venait de passer. De retour au bureau. Mon patron, Daniel, est passé devant mon bureau. C'est l'un de ces rares hommes qui se souvient de votre anniversaire et de la façon dont vous prenez votre café. Il a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. On dirait que vous avez vu un fantôme? Hélène? Dit-il. En posant un café au lait du bistrot d'en bas sur mon bureau. Une vague d'émotion menaça de me submerger. Je voulais tout lui dire. Je voulais dire, ma fille vient de me désinviter de son mariage. Je voulais briser la façade calme et juste pleurer. Mais au lieu de ça, j'ai forcé ce sourire familier et crispé et j'ai dit que je n'avais pas bien dormi. Il n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et est retourné dans son bureau. Ce petit geste de gentillesse le café. La compréhension tacite a failli me briser. Après tout le bruit dans ma tête ce matin-là, c'était un rappel silencieux que j'existais encore. Que j'avais encore de l'importance. Même de manière infime. Le café au lait était chaud dans mes mains. Un contraste saisissant avec la glace qui s'était formée autour de mon cœur. Et dans ce contraste, quelque chose a changé. Le sentiment creux de la honte a commencé à reculer. Remplacé par autre chose. Ce n'était pas bruyant ou explosif. C'était une résolution calme et froide qui se durcissait dans mes entrailles. C'était le premier embryon d'une pensée que je ne m'étais pas autorisée à avoir en 30 ans, peut-être. Juste peut-être. Que le problème n'est pas ce que j'ai fait de mal. Peut-être que le problème est ce qu'elle a fait.
Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré sur le bureau. Amélie. Encore. Son nom a illuminé l'écran comme un projecteur sous lequel je ne voulais paraître. Une notification de message vocal est apparue, puis une série de SMS. Maman. S'il te plaît. Décroche. On doit parler. Ce n'est pas drôle. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je suis restée assise là, sirotant le café que Daniel m'avait acheté. Et j'ai pensé, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être celle qui répond toujours. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Surtout quand on ne vous laisse même pas monter sur scène. Cet après-midi-là, en fixant les messages non lus sur mon téléphone, j'ai pris une décision. Une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer ou supplier. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus puissant. J'allais agir. Après le travail, je ne suis pas rentrée directement chez moi. Le trajet était si ancré en moi que j'ai failli tourner dans ma rue par pur réflexe. Mais à la dernière seconde, j'ai gardé les mains fermes sur le volant et j'ai continué tout droit. Ma destination était à quelques rues du bureau, l'agence principale de la Banque Populaire. C'était un solide et vieil immeuble en briques qui projetait un air de fiabilité. À l'intérieur, le directeur, Julien, m'avait aidé pour tout au fil des ans. De la création des comptes d'épargne pour les enfants quand ils étaient petits à l'ajustement de mes cotisations retraite. Il m'accueillait toujours par mon nom. Madame Fournier, disait-il avec un sourire chaleureux et sincère. Ce jour-là n'a pas été différent. Il m'a vu entrer et s'est levé de son bureau pour me serrer la main. Hélène. Content de vous voir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui et j'ai posé mon sac à main par terre. Je ressentais une étrange sensation de détachement. Comme si je me regardais dans un film. Ma voix, quand j'ai parlé, était la même que celle que j'avais entendue dans ma tête toute la journée calme. Posée. Presque anormalement. Je dois me renseigner sur un virement que j'ai programmé. Il a hoché la tête, affichant mon compte sur son écran. Bien sûr. Celui pour le lieu de réception du mariage ? Amélie doit être si excitée. Tout se met en place. Ses paroles joyeuses étaient comme de petites piqûres d'épingle contre mes nerfs à vif. Mais mon expression n'a pas changé. C'est celui-là ? Ai-je dit. Je dois l'annuler. Il a cligné des yeux, ses doigts planant au-dessus du clavier. L'annuler ? A-t-il répété. Comme s'il ne m'avait pas bien entendu. Madame Fournier ? Il pourrait y avoir des frais d'annulation selon le moment. Puis-je vous demander la raison ? J'ai choisi mes mots avec soin, évitant la vérité désordonnée et émotionnelle. Les circonstances ont changé. C'était une phrase vague, à consonance professionnelle, tout comme celle de l'email d'Amélie. Cela me semblait approprié. Il a tapé quelque chose, le front plissé par la concentration. Le silence s'est étiré. Eh bien ? Dit-il, levant les yeux avec une pointe de surprise. Vous avez de la chance. Il était programmé pour être traité demain matin. Il n'est pas encore parti. C'était juste. Il a fait une pause, puis m'a regardé, son attitude professionnelle s'adoucissant en une véritable préoccupation. Vous êtes sûr de vous ? Hélène ? 30 000 euros. C'est une somme importante. 30 000 euros. C'était le prochain versement que j'avais prévu d'envoyer. En plus des 20 000 déjà payés. Un total de 50 000 euros pour un mariage auquel je n'étais pas autorisée à assister. Un mariage que j'étais censée regarder sur un écran d'ordinateur. Comme une étrangère.
L'absurdité de la situation m'a frappé avec une telle force que j'ai failli en rire. J'ai hoché la tête, ma résolution se durcissant comme de l'acier. J'en suis sûre. Il a imprimé les formulaires nécessaires, et j'ai signé mon nom sur la ligne. L'encre était sombre et définitive. J'ai fait glisser le papier sur le bureau et je me suis levée, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. En sortant de la banque sous le soleil de fin d'après-midi, je n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis rentrée à la maison, la petite lumière rouge de mon répondeur clignotait furieusement. 9 appels manqués d'Amélie. 2 de Lucas. J'ai appuyé sur le bouton de lecture. Le premier message était d'Amélie. La voix tendue par l'agacement. Maman. Sérieusement? Rappelle-moi. C'est puéril. Le suivant était de Lucas. Maman. Amélie panique. Appelle-la. Quoi qu'il se passe. Vous pouvez arranger ça. Le dernier était juste la voix d'Amélie, se fissurant sous une frustration qui commençait à frôler la panique. Maman. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? Ai-je pensé? Ne pas respecter ta décision? Ne pas accepter les limites que tu as si clairement tracées? J'ai débranché l'appareil du mur. Dans la cuisine, je suis allée directement au cellier et j'ai récupéré la bouteille de vin rouge que je gardais pour le jour de Noël. Amélie était censée venir, mais elle avait annulé à la dernière minute. Le travail? Avait-elle dit vaguement au téléphone. Je ne l'avais pas ouverte à ce moment-là. Je l'ai ouverte maintenant. J'ai versé un verre généreux et je l'ai emporté sur la terrasse arrière. Je me suis assise sur la vieille chaise en osier, celle que Thomas et moi avions achetée dans un marché aux puces notre première année de mariage. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de touches d'orange et de violet. Les oiseaux du quartier chantaient leur chant du soir. Le chien du voisin a aboyé un bonjour amical. Tout semblait si normal, si paisible. Et pourtant, tout avait changé. En sirotant le vin, les souvenirs sont venus. Pas comme un flot douloureux, mais comme une marée lente et régulière. J'ai pensé à toutes les fêtes d'anniversaire que j'avais organisées seule après la mort de Thomas, essayant de rendre la journée spéciale malgré le vide béant que son absence laissait. J'ai pensé à tous les dîners de fête où je prétendais ne pas attendre un appel qui n'arrivait jamais. Je me suis souvenu de chaque petit sacrifice invisible. Les nouvelles chaussures que je ne m'étais pas rachetées pour qu'Amélie puisse avoir les baskets de marque que toutes ses amies portaient. La vieille voiture que j'ai conduite pendant 18 ans pour qu'elle et Lucas puissent en avoir une fiable à se partager. Le voyage en Italie dont j'avais rêvé. Reporté année après année parce qu'il y avait toujours une facture de scolarité. Une caution ou un billet d'avion pour l'un d'eux qui était plus important. J'ai pensé à la mère de Pierre-Louis. Madame de Varenne. Une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois. Une femme qui me connaissait à peine, mais dont l'opinion pesait apparemment plus que la mienne. Une femme dont l'idée d'une famille intime signifiait exclure la seule personne qui avait porté Amélie à travers chaque phase difficile de sa vie. J'ai pensé à la façon dont Amélie avait terminé l'email. Avec ce MDR, désinvolte et méprisant. Comme si regarder sa propre fille se marier sur un écran était une source d'amusement. Une petite anecdote amusante à partager avec ses nouveaux amis sophistiqués. Et enfin, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai pensé à moi. Pas en tant que mère. Pas en tant que veuve. Mais en tant qu'Hélène. Que voulait Hélène? La réponse m'est venue avec une clarté surprenante qui a percé le brouillard du vin et du chagrin. Je voulais la paix. Je voulais la dignité. Je voulais une vie qui ne tournait pas autour du fait d'être utile à des gens qui ne se manifestaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Il était presque 9 heures quand la sonnette a retenti. J'ai envisagé de l'ignorer,
Mais une lueur de curiosité a eu raison de moi. J'ai ouvert la porte pour trouver Lucas sur mon porche. Il portait encore ses vêtements de travail, sa cravate desserrée et ses manches retroussées. Il avait l'air mal à l'aise, serrant son téléphone dans une main comme si c'était un bouclier. « Maman » dit-il, entrant avant même que je puisse parler. « Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone ?» Amélie devient folle. J'ai fermé la porte calmement. « Bonsoir à toi aussi, Lucas. » Il a soupiré, faisant déjà les 100 pas dans ma petite entrée. Elle a dit que tu lui avais dit que tu ne venais plus au mariage. Que tu étais difficile. J'ai laissé échapper un rire bref et sans joie. Difficile? Pour ne pas assister à un mariage d'où j'ai été désinvité? Il a changé de pied, ses yeux évitant les miens. C'était un regard que je connaissais bien. C'était le regard qu'il prenait quand il était pris entre sa loyauté envers sa sœur et ce qu'il savait être juste. Écoute. Les parents de Pierre-Louis paient la plus grande partie. Tu sais à quel point ils sont traditionnels. J'ai haussé un sourcil. Traditionnel? J'ai déjà payé 20 000 €. J'allais lui en donner 30 000 de plus. Ce n'est pas de la tradition? Lucas. C'est un acompte. Il s'est figé. Sa marche s'arrêtant brusquement. Attends. Tu allais lui donner 30 000 de plus? J'allais. Ai-je dit. En prenant une gorgée de mon vin. Plus maintenant. Le visage de Lucas a pâli. Maman. Il compte sur cet argent. Le château. Le traiteur. C'est pour ça qu'Amélie appelait. Le paiement pour le lieu de réception n'est pas passé. Ce n'est plus mon problème. Ai-je répondu? Ma voix ferme. Sa propre voix s'est élevée, teintée d'incrédulité et de frustration. Bien sûr que c'est ton problème. C'est ta fille. Et je suis sa mère. Ai-je dit doucement, en posant mon verre. Une mère à qui on a dit de rester à la maison et de regarder sur un écran. Il a passé une main dans ses cheveux, clairement agités. Il essayait de servir de médiateur, d'arranger les choses, comme il le faisait toujours. Il était le pacificateur, celui qui détestait les conflits. Mais cette fois, la paix qu'il essayait de préserver se faisait à mes dépens. Tu fais toujours ça, accusa Lucas, sa voix acérée par une frustration qui s'était clairement accumulée. Tu ramènes toujours tout à toi. Et c'était ça. C'était le moment. La minuscule fissure qui s'était formée ce matin-là s'est finalement ouverte en grand. Pendant des années, j'avais absorbé leur égoïsme, leur manque de considération, leur mépris désinvolte, et je l'avais recadré comme ma propre défaillance. Je n'en faisais pas assez. Je n'étais pas assez compréhensive. Je n'étais pas assez. Mais entendre cette accusation, de la part de mon propre fils, alors que je me tenais dans la maison que j'avais maintenue pour eux à main nue, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Mais cela ne s'est pas brisé en 1 million de morceaux. Ça s'est brisé en 2. L'ancienne Hélène et la nouvelle. Sors de chez moi. Il m'a dévisagé. Quoi? Tu m'as entendu? Lucas. Sors. Ma voix n'était pas forte, mais elle était sereine, remplie d'une autorité qu'il n'avait jamais entendue de ma part auparavant. Je vous ai tout donné à tous les deux. J'ai construit toute ma vie autour de votre bonheur, et j'en ai fini. J'en ai fini d'être la méchante dans une histoire que j'ai écrite avec amour. Lucas est resté là 1 seconde de plus, la bouche légèrement ouverte, un air de choc total sur le visage. Puis, il s'est retourné et est parti. La porte d'entrée s'est refermée derrière lui.
C'était un son doux. Mais dans le silence soudain et retentissant de la maison, il a semblé plus fort qu'un claquement. Je suis restée au milieu du salon, mon cœur martelant contre mes côtes. Et j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 43 appels manqués et une série de SMS frénétiques d'Amélie. Ils avaient commencé par des messages de culpabilisation passive-agressive. Maman. On doit parler. Pourquoi tu fais ça? C'est tellement puéril. Puis, alors que la nuit avançait et que la réalité de la situation financière s'installait, le ton a changé. Le château vient d'appeler. Le paiement n'a pas été traité. On va tout perdre si on ne paie pas d'ici demain. Les parents de Pierre-Louis sont furieux. Ils disent que ça prouve qu'ils avaient raison à ton sujet. À 1h24 du matin, elle avait envoyé un dernier message désespéré, « Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. » J'ai souri dans mon café. Bien sûr qu'elle ne comprenait pas. Amélie avait grandi avec mes sacrifices si parfaitement cousus dans le tissu de sa vie qu'elle n'avait jamais eu à se demander d'où venait le confort. La sécurité. La stabilité. Elle supposait simplement que ce serait toujours là. Que je serais toujours là. Mais pas cette fois. Plus tard dans la matinée, alors que j'examinais des contrats à mon bureau, un email est apparu dans ma boîte de réception personnelle. L'objet était une supplique, « S'il te plaît, ne gâche pas mon mariage. » Je l'ai ouvert sans réelle attente. Mon cœur battant à un rythme calme et régulier dans ma poitrine. « Maman » écrivait-elle. Le mot ressemblait toujours à une étiquette. Mais maintenant il était teinté de désespoir. Je sais que tu es contrarié par l'histoire du direct. Mais c'est extrême. Nous avons perdu la compte du château. Et si nous ne payons pas le reste du solde d'ici la fin de la journée heure de Paris, le traiteur va nous laisser tomber. Les parents de Pierre-Louis sont absolument furieux. Ils disent que cela prouve juste que tu n'es pas raisonnable. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut parler du fait que tu viennes à la cérémonie. Mais nous avons d'abord besoin de l'argent. C'était là. Mis à nu en noir et blanc. On peut parler du fait que tu viennes. Pas, nous avons eu tort. Pas, je suis tellement désolée. Pas, comment ai-je pu être si cruelle? C'était une négociation. Ma présence au mariage de ma propre fille était une monnaie d'échange. Quelque chose à acheter et à vendre en fonction de ma générosité immédiate. Mon amour. Mon rôle de mère. S'était vu attribuer une valeur monétaire claire. Et apparemment, le prix était de 30 000 €. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'email et je suis retournée à mon travail. Les mots du contrat devant moi nets et clairs. Pour la première fois depuis des jours, mon esprit semblait désencombré. Le brouillard de la blessure et de la confusion s'était levé, remplacé par une certitude crue et froide. Le chemin à suivre n'était plus obscur. Il était éclairé par la dure lumière de la vérité. Vers midi, Daniel est apparu à mon bureau. On déjeune? A-t-il suggéré? Un doux sourire sur son visage. Ce nouveau bistrot vient d'ouvrir en bas de la rue. C'est moi qui invite. Mon premier instinct, celui aiguisé par des années d'habitude, a été de refuser. De dire que j'avais trop de travail, ou que j'avais apporté un sandwich de la maison. Je m'étais toujours faite petite, discrète, ne voulant jamais déranger. Mais quelque chose en moi avait changé. Peut-être était-ce la clarté des dernières 24 heures. Ou peut-être que je voulais juste m'asseoir dans un endroit qui n'exigeait rien de moi. Alors, j'ai hoché la tête. J'aimerais beaucoup. Autour d'assiettes de pâtes? Il a parlé de ses petits-enfants? De combien c'était épuisant mais merveilleux de leur courir après dans le parc.
Ses yeux étaient doux. Ses mots sincères. Il parlait d'une vie remplie d'un amour simple, désordonné et inconditionnel. Il s'est arrêté, a remué son thé glacé, puis il m'a regardé. Son expression bienveillante. Pardonnez-moi de le dire, Hélène. Mais vous semblez plus légère aujourd'hui. J'ai été surprise de moi-même. Les mots sont sortis tout seuls. Un torrent silencieux de tout ce que j'avais gardé à l'intérieur. Je lui ai tout raconté. Amélie. L'email. Le direct. L'argent. Je lui ai parlé de la nuit blanche. De la confrontation avec Lucas et de la décision que j'avais prise à la banque. J'ai tout mis sur la table. Entre nos graissins et notre sauce tomate. Quand j'ai fini. Ma voix tremblant juste un peu à la fin. Il ne m'a pas jugé. Il n'a pas offert de platitudes faciles ni essayé de réparer les choses. Il a juste écouté. Puis il a tendu la main sur la table et a brièvement serré la mienne. Parfois, dit-il. Sa voix pleine d'une sagesse tranquille. La partie la plus difficile de l'amour est de fixer une limite. Surtout avec les personnes à qui nous avons le plus donné. Il a pris une gorgée de son thé. Pour ce que ça vaut. Hélène. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Et pour la première fois. En entendant de la bouche de quelqu'un d'autre. Je l'ai vraiment cru aussi. Un poids que je ne réalisais même pas que je portais depuis 30 ans s'est soulevé de mes épaules. C'était le poids des attentes tacites. Du don sans reconnaissance. De me mettre constamment en dernier. Quand je suis retournée à mon bureau. Mon téléphone affichait plus d'appels manqués. Plus de SMS. Mais je n'avais pas besoin de les regarder. Je n'avais pas à le faire. Pour la première fois. Mon silence disait tout ce qui devait être dit. Ce soir-là. Alors que je rentrais dans mon allée. Le ciel prenait déjà une teinte crépusculaire profonde. La lumière à détecteur de mouvement de mon Porsche s'est allumée. Projetant une lueur chaude et accueillante. Tout semblait calme. Paisible. Mais il y avait quelqu'un assis sur mes marches d'entrée. En m'approchant. Mon cœur a eu un léger sursaut. J'ai reconnu la silhouette. C'était Chloé. Elle s'est levée rapidement. Brossant une peluche invisible de son manteau. Chloé était la meilleure amie d'Amélie depuis le CM2. Elle avait passé d'innombrables week-ends chez nous. À faire des biscuits. À regarder des films et à glousser dans des sacs de couchage jusqu'à l'aube. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pas depuis qu'elle avait déménagé à Paris. Madame Fournier, dit-elle. Sa voix douce. Je suis vraiment désolée de débarquer comme ça. Ce n'est rien. Chloé. Ai-je répondu en déverrouillant la porte d'entrée. Tu veux un thé? Elle m'a suivi dans la cuisine. Ses yeux balayant les murs familiers comme s'ils contenaient encore les échos de leur rire d'enfance. J'ai rempli la bouilloire et l'ai mise sur le feu. Le silence s'étirant entre nous. Je savais pourquoi elle était là. C'est Amélie qui t'envoie? Ai-je finalement demandé. Le dos toujours tourné. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis. Elle a dit, elle est dans un état lamentable. Madame Fournier. Ils ont perdu le château. Le fleuriste s'est retiré. Les parents de Pierre-Louis menacent de tout annuler. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris 2 tasses dans le placard et les ai posées sur le comptoir. Elle panique. A poursuivi Chloé. Sa voix suppliante. Elle sait qu'elle a tout gâché. C'est juste que. Elle ne sait pas comment arranger les choses. C'est pour ça que tu es là? Ai-je demandé en me tournant pour lui faire face. Pour arranger les choses à sa place? Chloé a secoué la tête. Ses yeux bruns sincères remplis d'inquiétude. Non. Je suis là pour demander.
Y a-t-il quelque chose qu'elle pourrait dire? Ou faire? Qui vous ferait changer d'avis? J'ai hésité. Y en avait-il? Un simple « je suis désolé » pourrait-il effacer la piqûre d'avoir été mise de côté? Pourrait-il annuler le sentiment d'avoir été traité comme un distributeur de billets? D'avoir été informé que je n'étais la bienvenue que si mon argent l'était? Pourrait-il faire taire le « MDR » désinvolte qui résonnait dans mon esprit? J'ai regardé Chloé. Si jeune. Encore si pleine d'une croyance en des solutions faciles et des fins heureuses. Je me suis souvenu d'elle petite fille avec des couettes. Une dent en moins. Traînant toujours derrière Amélie. Toujours loyale. Et j'ai ressenti une pointe de tristesse pour la femme qu'elle essayait de défendre. Non. Ai-je dit doucement. Il n'y en a pas. Ses épaules se sont affaissées. Même si elle s'excuse? La bouilloire a sifflé. J'ai versé l'eau chaude sur les sachets de thé. La vapeur s'élevant entre nous. Je lui ai tendu une tasse. Ma main stable. Les mots sont faciles. Chloé. Surtout quand les gens sont désespérés. J'ai rencontré son regard. Mais quelqu'un qui vous aime vraiment n'attend pas que vous ayez tracé une ligne dans le sable pour enfin vous voir. Il ne valorise pas soudainement votre présence uniquement lorsque votre absence a un prix. Chloé a baissé les yeux sur son thé, hochant lentement la tête. Une lueur de compréhension a traversé son visage. Je comprends, dit-elle. Sa voix à peine un murmure. Même si elle ne comprend pas. Elle a levé les yeux vers moi. Une tristesse sincère dans le regard. Je suis désolée, Madame Fournier. Pour tout ça. Tu n'as rien à te reprocher? Ai-je répondu. Nous sommes restés en silence un moment. Deux femmes de générations différentes. Liées par une vérité dure et inconfortable. Parfois. L'amour a des limites. Parfois. La seule façon d'être vue est de s'éloigner. Chloé n'est pas restée longtemps. Elle n'a pas essayé de discuter ou de me persuader davantage. Elle m'a juste remercié pour le thé. M'a fait un câlin doux et hésitant. Et a disparu dans la nuit. Et en fermant la porte, j'ai eu l'impression de fermer enfin la porte sur une version de moi-même qui avait cessé de me servir il y a très longtemps. L'Hélène silencieuse, arrangeante, infiniment généreuse était partie. Et elle ne me manquait pas du tout. Le mariage, tel qu'il l'avait prévu, n'a jamais eu lieu. D'après Lucas, qui m'a appelé une semaine plus tard d'un ton beaucoup plus sobre et contrit, il s'était démené pour trouver un autre lieu. Mais avec si peu de préavis. Tout était soit réservé, soit beaucoup trop cher sans l'argent que j'avais autrefois promis. Ils ont fini par avoir une simple cérémonie dans le jardin des de Varennes. Quelques semaines plus tard. Juste une poignée de parents et les parents de Pierre-Louis. Je n'étais pas invitée. Et cette fois, je n'avais pas besoin de l'être. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai trouvé un nouveau rythme. Un rythme dicté par mes propres désirs et besoins, et non par les besoins perçus des autres. C'était étrange au début. Ce surplus de temps et d'énergie mentale. Pendant des décennies, mon esprit avait été un bourdonnement constant de logistique pour d'autres personnes, rendez-vous chez l'orthodontiste, date limite de frais de scolarité, liste de courses, plat préféré. Maintenant, il y avait le silence. Un silence vaste, ouvert et légèrement terrifiant. J'ai décidé de le combler. J'ai commencé par de petites choses. J'ai acheté un nouveau manteau. Un rouge vif que je n'aurais jamais osé porter auparavant. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai emprunté une pile de romans que j'avais toujours eu l'intention de lire. J'ai commencé à faire de longues promenades le soir, redécouvrant la beauté tranquille de mon propre quartier. Un samedi.
Sur un coup de tête, je me suis inscrite à un cours de poterie pour débutants au centre social local. La première fois que je me suis assise autour, l'instructrice, une femme aux yeux bienveillants et aux mains couvertes d'argile, m'a dit, n'essayez pas de forcer. Sentez simplement où l'argile veut aller. Ce fut une révélation. Toute ma vie, j'avais forcé les choses. Forcé un sourire quand j'étais triste. Forcé mon budget à s'étirer. Forcé moi-même à être la plus raisonnable. Mais ici, les mains couvertes d'argile fraîche et humide, j'ai appris à lâcher prise. Mes premières créations étaient des bols de travers et maladroits. Mais je m'en fichais. La sensation du tour qui tourne, de créer quelque chose à partir d'une masse informe, était plus satisfaisante que n'importe quel plan parfaitement exécuté. C'était désordonné. Et c'était à moi. J'ai commencé à dîner avec des amis, d'anciennes collègues avec qui je n'avais échangé que des bavardages polis de bureau. J'ai découvert que Marguerite de la comptabilité avait un sens de l'humour féroce et que Suzanne du service juridique était une joueuse de poker étonnamment redoutable. Elle me voyait. Moi. Hélène. Pas une mère ou une veuve ou une source de soutien. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Mon cours de poterie. Le livre que je lisais. C'est au cours d'un de ces dîners que j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir des décennies plus tôt. Nous parlions de nos enfants. Et Marguerite a dit, tu sais, on n'a pas à s'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Cette phrase m'est restée. Toute ma vie. J'avais été le feu. Brûlant vivement. Sans fin. Pour fournir chaleur et lumière à Amélie et Lucas. Je pensais que c'était mon but. Mais je m'étais consumée jusqu'à la braise. Et je ne l'avais même pas réalisé. Un soir, après mon cours de poterie, je suis rentrée et j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas une facture. Pas une publicité. Une enveloppe épaisse. Couleur crème. Avec mon nom écrit sur le devant de l'écriture familière et arrondie d'Amélie. J'ai tenu l'enveloppe dans ma main un long moment. Sentant son poids. C'était étrange de revoir son écriture. Non pas sur une carte d'anniversaire griffonnée à la hâte. Mais sur un courrier formel. À l'aspect intentionnel. Mon premier réflexe a été de la jeter. Sans l'ouvrir. Dans le bac de recyclage avec les prospectus. Une rupture nette. Plus de mots. Plus de drame. La nouvelle Hélène. Celle qui faisait des poteries de travers et portait un manteau rouge vif. N'avait pas besoin de ça. Mais la curiosité est une chose puissante. Et sous la surface calme de ma nouvelle vie, il y avait encore une partie de moi. La partie mère. Qui se demandait. J'ai pris la lettre à l'intérieur. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et je me suis préparé une tasse de camomille. Je bougeais avec une lenteur délibérée. Prolongeant le moment. Me donnant le temps de me préparer à ce qui se trouvait dans cette enveloppe. Cela ressemblait moins à une lettre qu'à une potentielle mine terrestre. Finalement. Ma tasse chaude à la main. Je me suis assise à ma table de cuisine. Au même endroit où j'avais lu l'email qui avait tout déclenché. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai sorti 2 pages épaisses de papier à lettres. Chère maman. Commençait-elle. Le « cher » était là cette fois. Un ajout petit. Mais significatif. Je ne sais pas par où commencer. Et je ne sais même pas si tu liras ceci. Lucas m'a dit que tu as été silencieuse. Je suppose que je le mérite. Je sais que dire que je suis désolée ne suffit pas. Je sais que ça sonne creux maintenant. Après tout. Mais je le suis. Je suis tellement désolée. J'ai pris une gorgée de mon thé. Les mots étaient ce que je pensais vouloir entendre. Mais ils ont atterri sans impact.
Comme des pierres jetées dans un puits profond. Les derniers mois ont été un désastre. Continuait la lettre. Le mariage était une farce. C'était juste une fête tendue et horrible dans le jardin des parents de Pierre-Louis. Tout le monde marchait sur des œufs. Madame de Varenne n'arrêtait pas de faire des commentaires passifs-agressifs sur les drames familiaux. Et Pierre-Louis est resté là sans rien dire. Toute la journée semblait vide. Et j'ai réalisé pourquoi. Elle était vide parce que tu n'étais pas là. Je me suis arrêtée. Relisant cette ligne. Elle était vide parce que tu n'étais pas là. Était-ce un regret sincère? Ou juste une autre forme de culpabilisation? Une façon de rendre son propre malheur ma responsabilité? L'ancienne Hélène aurait ressenti une pointe de sympathie. La nouvelle Hélène ne ressentait qu'un sentiment las d'observation. Pierre-Louis et moi. Ça ne va pas bien. La dispute à propos de l'argent a ouvert toutes ces autres fissures que je prétendais ne pas voir. La façon dont il a laissé sa mère parler de toi. La façon dont il pensait que la solution était juste de te gérer avec un direct. Il n'a jamais compris pourquoi c'était si grave. Il disait, c'est juste ta mère. Comme si tu étais une pensée secondaire. Et le pire, c'est que je l'ai laissé dire. J'ai suivi le mouvement parce que j'étais si désespérée d'impressionner sa famille. De m'intégrer dans leur monde. J'ai été lâche. C'était là. Un aveu. Pas une excuse, mais une confession brute et peu flatteuse. J'ai ressenti une lueur de quelque chose alors. Pas du pardon, mais un respect réticent pour son honnêteté. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie. À la façon dont j'en suis arrivée là. Et j'ai réalisé qu'une grande partie m'avait juste été donnée. Pas les emplois ou les promotions. J'ai travaillé pour ça. Mais la fondation. Le filet de sécurité. La conviction inébranlable que si je tombais, quelqu'un serait là pour me rattraper. Ce quelqu'un, c'était toujours toi. Je n'ai jamais eu à m'inquiéter du loyer, d'une panne de voiture ou d'une facture médicale. Parce que je savais toujours, au fond de mon esprit, que tu serais là. J'ai pris cela pour acquis. Je t'ai prise pour acquise. J'ai traité ton amour comme s'il était un service public. Quelque chose qui serait toujours disponible. Comme l'eau ou l'électricité. Et j'ai seulement remarqué qu'il avait disparu quand j'ai tourné le robinet et que rien n'est sorti. La métaphore était maladroite, mais elle était honnête. J'ai pensé au tour de potier, à la masse d'argile informe. Elle avait raison. J'avais été son service public. Sa fondation. Son filet de sécurité. J'avais été tout ce dont elle avait besoin que je sois. Et dans le processus, j'avais oublié d'être quoi que ce soit pour moi-même. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Concluait la lettre. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je ne t'en voudrais pas. Mais j'avais besoin que tu saches que je le vois maintenant. Je te vois. Et j'espère qu'un jour, je pourrai être une fille dont tu pourras à nouveau être fière. Une fille qui mérite une mère comme toi. C'était signé. Simplement. Amélie. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. J'ai fini mon thé. Mon esprit calme. La lettre n'était pas une solution. Ce n'était pas une baguette magique qui pouvait effacer la blessure ou réparer instantanément le lien fracturé entre nous. Mais c'était quelque chose. C'était un début. C'était le son d'une seule pierre replacée sur une fondation qui s'était effondrée. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Ni le lendemain. La lettre est restée sur mon comptoir. Une présence silencieuse dans ma maison tranquille. C'était un point d'interrogation. Et je n'avais pas encore la réponse. Quelques semaines plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Mais il était local.
J'ai répondu avec prudence. Allô? Hélène? C'est Chloé. J'ai été surprise. Chloé. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui. Tout va bien, dit-elle rapidement. Je suis en ville pour le week-end. Je rends visite à mes parents. Je me demandais si tu serais libre pour un café. Sans ordre du jour? Promis. Juste moi. J'ai hésité. Une partie de moi voulait décliner. Garder mon nouveau monde paisible à l'abri de tout ce qui concernait Amélie. Mais j'avais toujours aimé Chloé. Et sa promesse de « sans ordre du jour » semblait sincère. D'accord. Ai-je dit. Quand t'es où? Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Le même où Daniel m'avait emmené déjeuner ce qui semblait être une éternité auparavant. Chloé avait l'air différente. Plus fatiguée. Peut-être. Mais aussi plus à l'aise dans sa peau. Merci de me rencontrer, dit-elle en enroulant ses mains autour de sa tasse. Bien sûr. Ai-je répondu. Comment vas-tu? Nous avons parlé un moment de son travail à Paris. De ses parents. Des politesses simples des retrouvailles. Elle n'a pas mentionné Amélie une seule fois. Finalement. Alors que nous terminions notre café, elle m'a regardé directement. Amélie a commencé une thérapie, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête. Sans surprise. Elle l'a mentionné dans sa lettre. Elle me la lit parfois, a dit Chloé. La lettre. Elle en garde une copie. Elle essaie. Hélène. Elle essaie vraiment. Elle essaie de dénouer tous les nœuds qu'elle a à l'intérieur. Elle a fait une pause. Elle et Pierre-Louis ont rompu. Pour de bon cette fois. J'ai absorbé cette information en silence. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Aucun sentiment de victoire. Juste une tristesse tranquille pour le désordre que ma fille avait fait de sa vie. Elle a vendu la bague de fiançailles? A poursuivi Chloé. Elle a envoyé un chèque au château et au traiteur pour rembourser leurs acomptes perdus. Elle ne te l'a pas dit parce qu'elle ne voulait pas que tu penses qu'elle essayait de se racheter. Elle voulait juste réparer les choses. J'ai regardé par la fenêtre les gens qui passaient dans la rue. Chacun vivant sa propre histoire compliquée. Réparer les choses. C'était tellement plus difficile que de les gâcher. Je ne suis pas là pour te demander de l'appeler, a dit Chloé. Comme si elle lisait dans mes pensées. Je suis juste là en tant que son amie. Et en tant que ton amie aussi. J'espère. Et je voulais que tu saches qu'elle n'est pas la même personne qu'il y a 6 mois. Le chagrin et la honte. Ça change les gens. Nous sommes restés assises dans un silence confortable un moment. Sa visite n'était pas une mission. C'était un rapport. Une mise à jour d'un champ de bataille que j'avais quitté depuis longtemps. Merci de me l'avoir dit. Chloé. Ai-je dit. Et je le pensais. En rentrant chez moi. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Le chagrin et la honte changent les gens. J'avais été changée par mon propre chagrin. Ma propre honte silencieuse. Cela m'avait endurcie. Oui. Mais cela m'avait aussi ouverte. Forcée à me reconstruire en quelqu'un de plus fort. De plus entier. Peut-être que la même chose arrivait à Amélie. Ce soir-là. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je me suis dirigée vers les vieux albums photos sur mon étagère. J'en ai sorti un. Celui des années de lycée d'Amélie. J'ai vu des photos d'elle avec son appareil dentaire et sa coupe de cheveux maladroite. Souriant à l'appareil. Des photos d'elle et de Chloé à la vogue. Couverte de sucre glace d'une gaufre. Des photos d'elle le jour de la remise des diplômes. Son visage rayonnant d'un avenir qui semblait sans limite.
J'ai vu la fille que j'avais élevée. Pas la femme qui m'avait blessée. J'ai vu l'amour. L'histoire. Les rires partagés qui existaient bien avant Pierre-Louis. Les deux Varennes et les plans de mariage désastreux. La colère était partie. La blessure s'était estompée en une douleur sourde. Comme un membre fantôme. Ce qui restait, c'était une vaste et compliquée tristesse. Et sous cette tristesse, une petite et résiliente lueur d'amour. Ce n'était pas le feu dévorant et sacrificiel qu'il était autrefois. C'était une veilleuse. Petite. Stable et en attente. J'ai fermé l'album et l'ai remis sur l'étagère. Je ne savais toujours pas quoi faire. Je n'avais toujours pas les réponses. Mais pour la première fois, je sentais que je pourrais être prête à commencer à les chercher. Le lendemain, c'était samedi. Le jour de mon cours de poterie. Je suis entrée et j'ai pris ma place habituelle autour. L'instructrice. Maria. M'a souri. Prête à vous salir les mains. Hélène? Toujours. Ai-je souri en retour. Aujourd'hui, nous apprenions à faire des pichets. C'était une forme plus complexe, nécessitant non seulement un récipient, mais aussi un bec verseur et une anse. Cela exigeait de l'équilibre. Ma première tentative s'est effondrée en un tas triste et humide. La deuxième était de travers, le bec ressemblant plus à une grimace. Maria s'est approchée. Vous réfléchissez trop, dit-elle doucement. Vous essayez de faire toutes les pièces en même temps. Concentrez-vous d'abord sur le corps. Faites un cylindre solide et centré. Le reste suivra. Ces mots ont résonné profondément en moi. Faites un cylindre solide et centré. C'est ce que j'avais fait ces derniers mois. Je m'étais concentrée sur moi-même. Sur la construction d'un noyau solide et centré. J'avais été si concentrée sur ma propre forme que j'avais oublié les autres pièces. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai centré une nouvelle motte d'argile sur le tour et j'ai recommencé. Cette fois, je n'ai pas pensé au bec ou à l'anse. Je me suis juste concentrée sur mes mains. Sur la pression et la traction. Sur la création d'une forme haute. Uniforme et équilibrée. Et ça a marché. Le cylindre s'est élevé. Solide et droit. Ce n'est qu'alors que j'ai doucement façonné le bec. Et ce n'est qu'après cela que j'ai tiré l'anse et l'ai attachée sur le côté. Le résultat n'était pas parfait. Il était un peu rustique. Un peu inégal. Mais il était entier. Il était équilibré. C'était un récipient capable à la fois de contenir et de verser. J'ai regardé le pichet. Mes mains couvertes d'argile. Et j'ai su. La décision n'est pas venue comme un éclair. Elle est arrivée tranquillement. Comme l'aube lente après une longue nuit. Elle s'est installée non pas dans ma tête, mais dans mes mains. Alors que je tenais le pichet humide et imparfait que j'avais fabriqué. C'était une représentation tangible de ma propre reconstruction. J'avais été un récipient. Vidé et jeté. J'avais passé des mois à renforcer mes propres murs. M'assurant d'être assez forte pour tenir debout toute seule. Et maintenant, je l'étais. Le pichet n'était pas seulement un contenant. Il était conçu pour donner. Mais il ne pouvait donner que ce qu'il contenait. Et il ne pouvait verser que depuis une position d'équilibre. J'ai réalisé que mon silence, qui avait commencé comme un bouclier nécessaire, avait rempli son office. Il m'avait donné l'espace pour guérir et à Amélie l'espace pour affronter les conséquences de ses actes. Continuer ce silence indéfiniment ne serait plus un acte de force. Ce serait un acte de peur. Peur d'être blessé à nouveau. Peur de retomber dans de vieux schémas. Mais je n'étais plus l'ancienne Hélène. Je connaissais ma propre valeur. Et cette connaissance était mon armure. Quand je suis rentrée du cours,
Je suis allée au comptoir de la cuisine où la lettre d'Amélie était toujours posée. Je l'ai prise et l'ai lue une fois de plus. Les mots n'avaient pas changé. Mais ma perception d'eux? Si. Je ne les voyais plus comme un appel désespéré ou des excuses calculées. Je les voyais comme le témoignage du voyage douloureux et désordonné d'une autre personne vers la découverte de soi. Un voyage qui, d'une manière étrange, reflétait le mien. Nous avions toutes les deux été brisées. Nous essayions toutes les deux de nous reconstruire. Je ne l'ai toujours pas rappelé. Ce n'était pas encore le moment pour une conversation. Les mots pouvaient être désordonnés. Les émotions pouvaient s'enflammer. J'avais besoin de quelque chose de plus délibéré. Je suis allée à mon bureau et j'ai sorti une simple carte et un stylo. J'ai longuement réfléchi à ce que j'allais écrire. Une seule phrase. Quelque chose qui reconnaissait son effort sans promettre un pardon complet. Quelque chose qui ouvrait une porte. Juste une fissure. Sans la jeter grande ouverte. Finalement. J'ai écrit, je suis heureuse que tu trouves ton chemin. Je l'ai scellé dans une enveloppe. Je l'ai adressé à son appartement et j'y ai mis un timbre. Le lendemain matin, en allant au travail, je l'ai déposé dans une boîte aux lettres. Le cliquetis métallique en tombant à l'intérieur semblait petit, mais significatif. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas des retrouvailles. C'était un signal unique et silencieux. Une reconnaissance. Je t'entends. La vie a continué son nouveau rythme paisible. J'allais au travail. Je retrouvais mes amis pour dîner. Et je passais mes samedis à l'atelier de poterie. Mes étagères à la maison commençaient à se remplir de mes créations, une collection de tasses dépareillées. Une série de petits bols colorés. Et le pichet légèrement de travers. Que j'utilisais pour des fleurs fraîches. Chaque pièce était un rappel de ma propre résilience. Environ une semaine après avoir envoyé la carte, Lucas m'a appelé. Sa voix était différente de la dernière fois que nous avions parlé en personne. La frustration frénétique avait disparu, remplacée par un respect calme et hésitant. « Salut, maman, dit-il. Juste. J'appelle pour prendre des nouvelles. Bonjour. Lucas. Je vais bien. Ai-je dit. Ma voix chaude et calme. Il y a eu une pause gênée. Amélie a eu ta carte? Dit-il. Elle m'a appelé. En pleurant. Mais. D'une bonne manière? Je pense. J'en suis heureuse. Ai-je dit simplement. Une autre pause. Puis. Les mots qu'il avait probablement répétés sont sortis d'un trait. Maman. Je suis vraiment désolée. Pour ce soir-là. Pour ce que j'ai dit. J'ai été un crétin. J'étais tellement pris par le fait d'essayer d'arranger les choses pour Amélie que je n'ai même pas pris le temps de penser à ce que tu ressentais. J'ai eu tort. Complètement tort. Ses excuses étaient sincères. Je pouvais l'entendre dans sa voix. C'était le son d'un homme bon réalisant qu'il avait manqué de l'être. Merci de dire ça. Lucas. Ça compte beaucoup pour moi. C'est juste que. Tu me manques? Dit-il. La voix chargée d'émotion. Sarah et moi. Ça nous manque de t'avoir à dîner. Les choses semblent bizarres. Tu me manques aussi? Ai-je dit. Et la vérité de cette phrase m'a surprise. J'avais été si concentrée sur ma propre guérison que je n'avais pas réalisé à quel point l'amour simple et sans complication de mon fils me manquait. On pourrait peut-être dîner bientôt? Juste nous? Sans ordre du jour. Juste. Un dîner. Il a utilisé les mêmes mots que Chloé. Sans ordre du jour. Cela semblait être la nouvelle devise de la famille.
Une reconnaissance que les relations ne pouvaient pas être construites sur des attentes et des exigences. J'aimerais beaucoup ça. Lucas. Nous nous sommes retrouvés le vendredi suivant dans un restaurant de quartier tranquille. Il était nerveux au début. Mais nous avons trouvé un rythme facile. Parlant de ses élèves, de ma poterie, du nouveau jardin de Sarah. Nous n'avons pas parlé d'Amélie ou du mariage. Nous n'en avions pas besoin. Nous reconstruisions notre propre pont. Une conversation tranquille à la fois. En partant, il m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, qui m'a fait l'effet d'un retour à la maison. Je t'aime. Maman, dit-il. Je t'aime aussi, mon fils. Ai-je répondu. La guérison, j'apprenais, n'était pas un événement unique. C'était une série de petits moments tranquilles. Une carte envoyée. Des excuses présentées. Un dîner partagé. Un mois plus tard, alors que les feuilles commençaient à prendre des teintes dorées et pourpres, j'ai reçu une autre lettre. Celle-ci venait d'un cabinet d'avocats. Mon cœur s'est serré un instant. Mon esprit sautant immédiatement aux pires conclusions possibles. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. C'était une copie d'un document judiciaire. Une requête en dissolution de mariage. Amélie Fournier de Varenne contre Pierre-Louis de Varenne. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite d'Amélie. Je pensais que tu devais savoir. C'est officiel. J'emménage dans un petit appartement en centre-ville le mois prochain. Je suis juste Amélie Fournier à nouveau. Ça me semble juste. Il n'y avait aucune demande. Aucune question. C'était juste une information. Une mise à jour. C'était sa façon de me montrer. Pas seulement de me dire qu'elle changeait. Elle se démêlait de la vie et des valeurs qui avaient causé tant de douleur. Elle redevenait sa propre personne. J'ai posé la lettre et j'ai ressenti un profond sentiment de libération. Il ne s'agissait pas seulement d'elle et de Pierre-Louis. Il s'agissait de la clôture d'un chapitre qui avait été défini par la richesse, le statut et le besoin désespéré d'approbation. Ce samedi-là à l'atelier, j'ai ressenti un nouveau sentiment de détermination. J'ai décidé de faire un service de table complet. Assiette, bol, tasse. Assez pour une famille. Je ne savais pas qui s'assiérait à la table, ni quand. Mais l'acte de le créer ressemblait à un acte de foi. Une croyance en la possibilité de futures réunions, de repas partagés, d'une famille, aussi changée soit-elle, se réunissant à nouveau. En travaillant, mon esprit a dérivé. J'ai pensé au pardon. J'avais toujours pensé que c'était un cadeau que l'on fait à quelqu'un d'autre. Une grâce. Une ardoise propre. Mais maintenant, je réalisais que c'était tout autre chose. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé. Le passé était indélébile. Il s'agissait d'accepter le passé pour ce qu'il était, puis de choisir de ne pas le laisser définir l'avenir. Il s'agissait de se détacher de la colère et du ressentiment qui vous maintenaient ancré à la douleur. Le pardon, je commençais à le comprendre, était un cadeau que l'on se fait à soi-même. Les fêtes approchaient. La Toussaint, puis Noël. Les saisons de réjouissance familiale forcée que j'avais toujours redoutées. L'année dernière, cela avait été une affaire tranquille et solitaire. Cette année, je n'étais pas sûre de ce que ce serait. Lucas et Sarah m'ont invité pour Thanksgiving. Pas de pression? Maman, avait-il dit. Mais on adorerait t'avoir. J'ai accepté immédiatement. La journée fut simple et belle. Nous avons cuisiné ensemble. La cuisine remplie de l'odeur de la dinde et de la tarte à la citrouille. Nous avons parlé et ri.
Il y avait une place vide à table. Une absence tacite que nous ressentions tous. Mais ce n'était pas une absence triste. C'était juste un espace. Un espace qui contenait la possibilité d'être rempli un jour. Début décembre. Je terminais le dernier élément du service de table. Je les avais émaillés d'un bleu profond et apaisant. Ils étaient sur l'étagère. Une famille complète et magnifique de pièces en céramique. Chacune était unique. Légèrement imparfaite. Mais elles allaient ensemble. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Mais j'avais le sentiment de savoir qui c'était. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai essuyé la dernière trace d'argile de mes mains et j'ai répondu. Allô? Salut. Maman? C'était la voix d'Amélie. Elle était hésitante. Fragile. Comme un fan testant la glace. Bonjour. Amélie. Ai-je dit. Ma propre voix calme et égale. Il y eut un long silence. Je pouvais l'entendre prendre une inspiration tremblante à l'autre bout du fil. Je sais que c'est beaucoup demandé. Commença-t-elle. Sa voix petite. Et s'il te plaît. S'il te plaît. Dis non si tu veux. Il n'y a aucune pression. Mais. Je me demandais. Qu'est-ce que tu fais pour Noël? J'ai regardé le service d'assiettes bleues sur mon étagère. J'ai pensé à la chaise vide de Thanksgiving. J'ai pensé au pichet de travers. Au cylindre solide. À la puissance de l'équilibre. J'ai pensé au long et douloureux voyage que nous avions toutes les deux entrepris. Séparément. Pour retrouver notre chemin. La réponse était là. Claire et simple. Il ne s'agissait pas d'oublier. Il s'agissait de choisir d'aller de l'avant. J'espérais. Ai-je dit. Un petit sourire se formant sur mes lèvres. Que tu viendrais. Je prépare le dîner. Le silence à l'autre bout du fil était si profond que j'ai cru un instant qu'elle avait raccroché. J'ai entendu un faible son étouffé. Et j'ai réalisé avec un sursaut qu'elle pleurait. Ce n'étaient pas les sanglots frénétiques et hystériques que j'avais entendus dans ses messages vocaux des mois auparavant. C'était un son silencieux et étranglé de soulagement pur et total. Vraiment? A-t-elle finalement murmuré? Sa voix épaisse et brisée. Tu voudrais que je vienne? J'ai un nouveau service d'assiette que j'aimerais utiliser. Ai-je dit simplement. C'était ma façon de tout dire sans avoir à tout dire. Cela signifiait. Je me suis reconstruite. J'ai fait de la place. Tu es la bienvenue dans ce nouvel espace que j'ai créé. D'accord? A-t-elle soufflé? D'accord? Maman. Je serai là. Nous n'avons pas fait la conversation. Nous n'avons pas discuté de la logistique ou de ce qu'elle devait apporter. Nous avons simplement raccroché. La conversation était fragile. Une délicate pièce de verre que nous avions toutes les deux réussi à tenir sans la briser. Pousser plus loin aurait été un risque qu'aucune de nous n'était prête à prendre. Les jours précédant Noël étaient un étrange mélange d'anticipation et d'anxiété. Une partie de moi, la partie prudente et nouvellement blindée, s'inquiétait. Serait-ce gênant? Les vieux ressentiments remonteraient-ils à la surface? Retomberions-nous dans la vieille et douloureuse danse de sa désinvolture et de mon martyre silencieux? Je devais consciemment me rappeler qu'aucune de nous n'était la même personne qu'un an auparavant. Nous avions toutes les deux traversé le feu. Nous étions marquées. Oui. Mais nous étions aussi plus fortes. Lucas a appelé quelques jours avant Noël. Amélie m'a dit qu'elle venait chez toi. Dit-il. Une note d'émerveillement dans la voix. C'est génial. Maman. C'est exact. Ai-je confirmé? Sarah et moi aimerions venir aussi. Si ça ne te dérange pas.
Pour être là avec vous deux. Bien sûr. Ai-je dit. Mon cœur se gonflant. Plus on est de fous, plus on rit. Ma petite maison, qui avait semblé si vide pendant si longtemps, allait de nouveau être pleine. Le matin de Noël, je me suis levée tôt. La maison était silencieuse. Une légère neige était tombée pendant la nuit, recouvrant le monde d'une couche blanche et immaculée. On aurait dit une page blanche. J'ai commencé à cuisiner. Les gestes familiers calmant mes nerfs. J'ai fait rôtir un chapon. Préparé une purée de pommes de terre et cuit la tarte aux pommes qui avait toujours été la préférée d'Amélie. À midi, Lucas et Sarah sont arrivés, les bras chargés de cadeaux et d'une bouteille de cidre pétillant. La maison s'est instantanément réchauffée, remplie de leur rire facile et de leur bavardage joyeux. Nous avons mis de la vieille musique de Noël, et pendant quelques heures, on se serait cru à n'importe quelle fête des années passées. À 3 heures, la sonnette a retenti. Mon cœur a eu un battement sourd. Lucas m'a lancé un regard de soutien et m'a serré l'épaule avant que j'aille à la porte. J'ai ouvert. Et elle était là. Amélie se tenait sur mon porche, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Elle portait un simple pull et un jean, ses cheveux tirés en arrière, son visage sans le maquillage chargé qu'elle avait l'habitude de porter. Elle tenait un unique poinsettia en peau. Ses yeux, quand ils ont croisé les miens, étaient remplis d'une centaine d'émotions différentes: peur, espoir, honte et un amour désespéré et ardent. Salut, maman, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Bonjour, Amélie, ai-je répondu, reculant pour la laisser entrer. Bienvenue à la maison. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Bienvenue à la maison. C'était la première fois que je les lui disais depuis très longtemps. Elle est entrée. Ses mouvements hésitants. Comme si elle était une invitée dans la maison d'une étrangère. Elle a vu Lucas et Sarah. Et un petit sourire larmoyant a touché ses lèvres. Lucas s'est approché et lui a fait un long et chaleureux câlin. Joyeux Noël, Amélie, murmura-t-il. La première heure fut indéniablement gênante. Nous avons fait la conversation. Amélie a commenté mon manteau rouge accroché près de la porte. Je l'ai remerciée pour le magnifique poinsettia. Nous avons parlé du temps. C'était une danse délicate autour de l'énorme chose tacite qui remplissait la pièce. Nous avions tous si peur de faire un faux pas, de briser la paix fragile que nous avions réussi à construire. Le dîner nous a sauvés. Le simple acte de passer les plats et de remplir les assiettes a créé un sentiment de normalité. Cela nous a donné quelque chose à faire de nos mains. Une raison de regarder la nourriture au lieu de nous regarder les uns les autres. J'avais mis la table avec mon nouveau service de table bleue. Amélie a passé son doigt sur le bord de son assiette. Une expression pensive sur le visage. C'est toi qui les as faits? A-t-elle demandé. Oui. Ai-je dit. C'est mon nouveau passe-temps. Ils sont magnifiques, dit-elle doucement. Ils ne sont pas parfaits. Mais ils sont magnifiques. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle ne parlait pas seulement des assiettes. Pendant que nous mangions, la conversation a commencé à couler plus naturellement. Lucas a raconté une histoire drôle sur l'un de ses élèves. Sarah a parlé de ses projets pour le jardin de printemps. Et lentement, timidement, Amélie a commencé à parler aussi. Elle a parlé de son nouvel appartement minuscule, des défis de son travail, d'un podcast amusant qu'elle avait écouté. Elle ne jouait plus un rôle. Il n'y avait pas de bravade, pas de tentative d'impressionner. Elle parlait, tout simplement. Et moi,
J'écoutais. Après le dîner, alors que Sarah et moi débarrassions les assiettes, Amélie m'a suivi dans la cuisine. Lucas a commencé à se lever pour jouer son rôle habituel de médiateur. Mais Sarah a posé une main sur son bras et a secoué la tête, nous donnant l'espace dont nous avions besoin. Amélie se tenait maladroitement près du comptoir, me regardant rincer la vaisselle. Le repas était merveilleux. Maman, dit-elle. Merci. De rien. Silence. Puis, elle a pris une profonde inspiration. Je sais que je l'ai dit dans une lettre, mais j'ai besoin de te le dire en face. Je suis tellement désolée. Pour l'email. Pour le mariage. Pour tout. Pour avoir été une fille horrible. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont je t'ai traitée. C'était cruel et égoïste et je le regretterai pour le reste de ma vie. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais elle ne les a pas laissés couler. Elle est restée là. Attendant. Acceptant quelle que soit ma réaction. J'ai coupé l'eau et séché mes mains sur un torchon. J'ai regardé ma fille. Cette femme qui m'avait causé la plus profonde douleur de ma vie. Mais qui faisait aussi partie de mon âme même. J'ai vu le remords sincère dans ses yeux. J'ai vu la honte qu'elle portait. Et j'ai vu le travail courageux et difficile qu'elle avait accompli pour devenir une meilleure personne. Je sais. Ai-je dit doucement. C'est tout. Je n'ai pas dit, je te pardonne. Les mots semblaient encore trop grands. Trop définitifs. Le pardon n'était pas un interrupteur que je pouvais actionner. C'était un processus. Et nous étions encore en plein dedans. Mais à ce moment-là, je sais, était suffisant. Cela signifiait. Je vois tes excuses. Je les crois. Je les accepte. Une seule larme a roulé sur sa joue. Et elle l'a rapidement essuyée. Elle m'a fait un petit sourire tremblant. D'accord. A-t-elle murmuré. D'accord. Plus tard. Alors que nous étions assises dans le salon, échangeant les quelques petits cadeaux que nous avions achetés. Un calme confortable s'est installé sur nous. Ce n'était plus un silence gênant, mais un silence paisible. Le silence d'une famille qui avait traversé une terrible tempête et avait retrouvé son chemin vers un port sûr. Meurtri mais toujours à flot. Amélie m'a tendu un petit cadeau plat et rectangulaire. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit. Je l'ai déballé. C'était une photo encadrée. C'était une vieille photo. Une que je n'avais pas vue depuis des années. C'était moi. Beaucoup plus jeune. Assise sur les marches du porche. Tenant une toute petite Amélie bébé dans mes bras. Nous nous regardions toutes les deux. Et je souriais d'un sourire de joie pure et totale. Un sourire d'avant les difficultés. Avant la perte. Avant que les sacrifices ne s'accumulent comme des pierres sur mon dos. J'ai regardé la photo. Puis la femme de 32 ans assise en face de moi. Et j'ai senti le dernier nœud serré de ressentiment dans mon cœur se défaire enfin. Doucement. Le passé ne pouvait pas être changé. La blessure ne pouvait pas être effacée. Mais ceci, ici même, était le début d'un nouvel avenir. Un avenir construit non pas sur l'obligation ou la transaction, mais sur un amour qui était consciemment, soigneusement et intentionnellement reconstruit. Une assiette, une conversation, un Noël partagé à la fois. Ce n'était pas une fin de conte de fées parfaite. C'était quelque chose de mieux. C'était réel. La nouvelle année est arrivée non pas avec fracas, mais avec un sentiment de calme détermination. Noël n'avait pas été une solution magique. Il n'avait pas instantanément effacé les cicatrices ni réinitialisé notre relation à une époque antérieure à la blessure. Au lieu de cela, il avait été une simple brique de fondation.
soigneusement posé. Venait maintenant le travail lent et délibéré de construire par-dessus. Amélie et moi avons commencé une nouvelle routine. Hésitante. Une fois par semaine, généralement un mercredi soir, nous nous retrouvions pour un café. Nos premières rencontres ressemblaient un peu à sa première visite à la maison guindée et prudente. Nous nous en tenions à des sujets sûrs, son travail, ma poterie, une nouvelle série à la télévision. Nous étions comme deux diplomates de pays opposés, négociant soigneusement un traité, terrifiés de dire la mauvaise chose. Nous n'avons jamais mentionné le mariage, Pierre-Louis, ou le fameux email. Ce chapitre était clos, et nous comprenions toutes deux implicitement que le rouvrir ferait plus de mal que de bien. Le changement est venu progressivement. Un soir, elle me racontait un projet frustrant au travail. Comment son patron s'était attribué le mérite de son idée. L'ancienne Amélie en aurait fait un récit dramatique d'injustice professionnelle. Mais cette Amélie a juste soupiré. Un air las sur le visage. C'est juste. Épuisant, dit-elle en remuant son café au lait. D'essayer de jouer à un jeu où les règles ne cessent de changer. Je connais ce sentiment, ai-je dit. Et une étincelle de notre ancienne connexion? Celle enfouie sous des années de ressentiment et de douleur? A jailli. Pendant un instant, nous n'étions pas une mère blessée et une fille pleine de remords. Nous étions juste deux femmes, compatissant aux frustrations de la vie. Elle a levé les yeux. Un petit sourire surpris sur le visage. Ouais, dit-elle. Je suppose que oui. C'est dans ces petits moments que la guérison s'est produite. C'est arrivé quand elle m'a appelé un samedi. Non pas pour demander quelque chose, mais juste pour me dire qu'elle avait essayé la recette de ma tarte aux pommes et que ça avait été un désastre. Nous avons ri ensemble au téléphone. Un rire vrai et facile qui ressemblait à une mélodie oubliée. C'est arrivé quand j'ai eu un gros rhume, et qu'elle s'est présentée à ma porte avec une boîte de soupe au poulet maison. Une boîte de mouchoirs et 3 magazines. Elle n'est pas restée longtemps, respectant mon besoin de repos. Mais le geste en disait long. C'était un acte de soin silencieux. Un miroir des innombrables fois où j'avais fait de même pour elle. C'était sa façon de me montrer. Pas seulement de me dire qu'elle avait appris ce que signifiait donner sans qu'on le lui demande. Lucas et moi avons retrouvé notre relation facile et confortable. Nos dîners hebdomadaires sont devenus un rituel chéri. Il parlait souvent d'Amélie, partageant de petites nouvelles avec une fierté tranquille. Elle a l'air plus heureuse? Maman, disait-il. Plus légère. Comme si elle était enfin bien dans sa peau. Je le voyais aussi. Le besoin désespéré d'approbation qui l'avait animé si longtemps avait disparu, remplacé par une assurance tranquille. Elle était toujours ambitieuse, toujours motivée. Mais son attention s'était tournée vers l'intérieur. Elle n'essayait plus de construire une vie qui avait l'air bien de l'extérieur. Elle essayait d'en construire une qui se sentait bien de l'intérieur. Un après-midi au début du printemps, j'étais dans mon jardin, retournant la terre pour mes plants de tomates, quand mon téléphone a sonné. C'était Amélie. « Salut maman, dit-elle. Sa voix claire. Qu'est-ce que tu fais? Je me salis juste les mains dans le jardin. Ai-je répondu. J'ai une question bizarre pour toi, dit-elle. Est-ce que tu as toujours mon vieux sac de couchage? Le violet? J'ai été décontenancée. Je crois bien. Il est probablement dans une caisse de rangement au grenier. Pourquoi? Eh bien, dit-elle. Et je pouvais entendre un sourire dans sa voix. Chloé vient me rendre visite le week-end prochain. Et on a eu cette idée stupide et nostalgique de faire une soirée pyjama.
Comme avant. Regarder de mauvais films et manger des cochonneries. L'image était si vive qu'elle m'a serré le cœur d'une douce et poignante nostalgie. 2 petites filles dans mon salon, chuchotant et gloussant bien après l'heure du coucher. Je vais te le trouver, ai-je dit. Merci, maman. Et dit. Peut-être que tu pourrais te joindre à nous? Pour l'un des mauvais films? L'invitation était décontractée. Facile. Sans aucun du poids désespéré que nos conversations avaient l'habitude de porter. C'était un désir simple et sincère de ma compagnie. Je pense que je peux me laisser persuader, ai-je dit en souriant pour moi-même. Ce vendredi-là, j'ai sorti la caisse de rangement poussiéreuse du grenier. À l'intérieur, sous de vieux albums photos et des piles de bulletins scolaires de Lucas, se trouvait le sac de couchage violet. En le sortant, quelque chose est tombé par terre. C'était un petit journal intimusé, relié en cuir. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Je l'ai ramassé et je l'ai ouvert. La première page était datée d'il y a 15 ans. Quelques mois seulement après la mort de Thomas. L'écriture était celle d'Amélie. Mais c'était le gribouillage désordonné et émotionnel d'une jeune fille de 17 ans. Papa est parti, lisait-on. Et maman essaie si fort de prétendre qu'elle va bien. Elle sourit tout le temps. Mais ses yeux sont tristes. Elle travaille tout le temps. Elle n'achète plus jamais rien pour elle. La nuit dernière, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre quand elle pensait que je dormais. Je voulais entrer, la serrer dans mes bras, mais je ne savais pas comment. C'est comme s'il y avait un mur de verre entre nous maintenant. Je veux retrouver ma maman. Je veux retrouver notre famille. Je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier, mes jambes soudainement faibles. J'ai continué à lire, page après page. C'était une chronique de son chagrin d'adolescente. Une douleur qu'elle avait si bien cachée derrière un masque d'indifférence juvénile. Elle écrivait sur sa culpabilité d'avoir besoin de choses, de nouveaux vêtements, de l'argent pour un voyage scolaire alors qu'elle savait à quel point je travaillais dur. Elle écrivait sur sa colère contre son père de nous avoir quittés. Et sa peur pour notre avenir. Elle ne m'avait jamais rien dit de tout cela. Dans mon propre chagrin dévorant, dans mes efforts frénétiques pour nous maintenir à flot, j'avais vu sa mauvaise humeur d'adolescente non pas comme un symptôme de sa douleur, mais comme un fardeau supplémentaire à porter. J'avais été si concentrée à subvenir à ses besoins que je n'avais pas réussi à la voir. Elle. Le mur de verre qu'elle décrivait. J'avais aidé à le construire. J'avais passé la dernière année à accepter ses échecs en tant que fille. Je n'avais jamais, pas une seule fois, envisagé mes propres échecs en tant que mère. Je leur avais donné tout ce que je pouvais. Sauf, peut-être, la seule chose dont ils avaient le plus besoin, ma propre vulnérabilité. Je leur avais montré ma force, ma résilience, ma capacité à me sacrifier. Je ne leur avais jamais montré mon chagrin, ma peur, ma faiblesse. Je ne les avais jamais laissés entrer. L'histoire que je me racontais depuis 1 an était celle de mon sacrifice juste et ingrat. Mais la vérité, je le réalisais maintenant, était bien plus complexe. Notre famille n'avait pas seulement été brisée par son égoïsme. Elle avait été brisée par notre chagrin partagé et tacite. Nous essayions tous simplement de survivre. Et nous avions construit des murs pour le faire, sans réaliser que nous nous emmurions les uns les autres. Quand Amélie est venue chercher le sac de couchage, j'avais le journal posé sur la table de la cuisine. J'ai trouvé ça, ai-je dit doucement, en le poussant vers elle. Elle l'a regardé, son visage pâlissant en le reconnaissant. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. « Je pensais l'avoir perdu il y a des années. » Elle m'a regardé,
Les yeux écarquillés d'appréhension. Tu l'as lu? J'ai hoché la tête. Oui. Elle s'est effondrée sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. J'ai tellement honte. A-t-elle marmonné. J'étais une adolescente tellement dramatique. Tu étais une adolescente en deuil? L'ai-je corrigé gentiment. Et j'étais une mère en deuil. Et aucune de nous ne savait comment parler à l'autre. Elle a levé les yeux, des larmes montant aux siens. C'est juste que je ne voulais pas être un autre problème à résoudre pour toi. Oh. Amélie. Ai-je dit. Ma propre voix chargée d'émotion. Tu n'as jamais été un problème. Mais je ne t'ai jamais laissé voir que je luttais aussi. Je pensais que je devais être forte pour toi et Lucas. Je pensais que c'était mon travail. Je n'ai pas réalisé qu'en cachant ma propre douleur, je t'apprenais à cacher la tienne. À ce moment-là, le dernier morceau du mur entre nous s'est effondré. Il ne s'agissait plus de blâme ou de pardon. Il s'agissait de compréhension. Une compréhension profonde et douloureuse de notre histoire commune. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Ses doigts se sont enroulés autour des miens, s'accrochant à moi. Nous faisions tous de notre mieux. Ai-je dit. Je sais. A-t-elle murmuré. Ce soir-là, après que Chloé soit arrivée et qu'elles aient étalé leur sac de couchage dans le salon, je suis descendue avec un bol de pop-corn. Elle regardait une comédie romantique ringarde des années 90. Le genre que nous avions toutes vues une douzaine de fois. De la place pour une de plus? Ai-je demandé. Amélie a souri. Un vrai sourire radieux qui a atteint ses yeux. Elle a tapoté la place sur le canapé à côté d'elle. Toujours. Maman. Dit-elle. Il y a toujours de la place pour toi. Je me suis assise, m'enfonçant dans les coussins entre ma fille et la jeune fille qui était comme une seconde fille pour moi. J'ai regardé l'écran vacillant, écoutant leur rire familier, et j'ai ressenti un sentiment de paix plus profond et plus complet que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Ce n'était pas la paix solitaire de ma maison tranquille ou de mon atelier de poterie. C'était la paix désordonnée, bruyante et magnifique de faire partie d'une famille. Une famille qui avait été brisée, marquée, et qui avait, contre toute attente, retrouvé le chemin pour être à nouveau entière. L'été suivant a marqué le premier anniversaire de l'email. Un an que mon monde avait basculé sur son axe. L'anniversaire est passé sans aucune fanfare. Il n'y avait pas besoin de le marquer. Nous vivions maintenant dans un monde différent. Un monde que nous avions construit ensemble. Brique par brique douloureuse. Un après-midi étouffant de juillet. J'étais à mon atelier de poterie, en train d'émailler un ensemble de grands plats de service. L'atelier était devenu mon sanctuaire. Un lieu de création et de réflexion tranquille. Mes compétences s'étaient considérablement améliorées. Mes pièces n'étaient plus de travers. Elles étaient centrées et solides, mais conservaient une qualité artisanale et imparfaite que j'adorais. Elles étaient, pensais-je, un peu comme moi. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Amélie. C'était une photo. Dessus, elle et Lucas se tenaient côte à côte dans ce qui ressemblait à un parc, tous deux souriant à l'appareil photo. Lucas avait son bras autour de ses épaules. La légende disait, randonnée fraternelle. Tu nous manques. J'ai souri à la photo. L'aisance entre eux était palpable. La tension qui avait existé si longtemps, avec Lucas pris au milieu de notre conflit, avait disparu. Les voir heureux, ensemble, était un cadeau. J'ai répondu par un texto avec une photo du plat sur lequel je travaillais. Avec la légende, vous me manquez aussi.
Je prépare quelque chose pour notre prochain dîner de famille. C'était devenu notre nouveau langage. Un langage de moments partagés. De connexions silencieuses. De regards tournés vers l'avenir plutôt que vers le passé. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un appel de Daniel. Mon patron. Hélène, dit-il. Sa voix chaleureuse. Je vous appelle avec une nouvelle. Je prends ma retraite à la fin de l'année. Oh. Daniel? Ai-je dit. Ressentant une véritable pointe de tristesse. Le cabinet ne sera pas le même sans vous. Eh bien? C'est justement de ça que je voulais vous parler. Dit-il. Les associés et moi avons discuté de mon remplacement. Nous aimerions vous offrir le poste. Directrice générale. J'ai été frappée de stupeur. Moi? Directrice générale? J'étais la responsable administrative. La femme calme et fiable qui s'assurait que le café était approvisionné et que les contrats étaient classés. Je faisais partie des meubles. L'arrière-plan stable sur lequel se déroulaient d'autres choses plus importantes. Hélène? Vous êtes là? Je suis là. Ai-je balbutié. Daniel? Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'expérience pour un tel poste. N'importe quoi. Dit-il fermement. Vous avez 20 ans d'expérience. Vous connaissez ce cabinet et ses employés mieux que quiconque. Vous êtes organisé. Vous êtes respecté. Et vous êtes la personne la plus calme que je connaisse en cas de crise. Vous dirigez cet endroit depuis des années. Hélène. Vous n'aviez juste pas le titre ou le salaire qui va avec. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Vous faites le travail. Vous n'avez juste pas le titre. C'était l'histoire de ma vie. J'avais été la PDG de mon foyer. Une conseillère en deuil. Une planificatrice financière. Une mère à plein temps. Tout cela sans le titre ni la reconnaissance. J'avais géré une famille à travers ces jours les plus sombres. Je pouvais certainement gérer un bureau. Je serais honoré d'accepter. Ai-je dit. Ma voix remplie d'une confiance qui m'a surprise moi-même. Ce soir-là, j'ai invité Lucas et Amélie pour un dîner de célébration. Je leur ai annoncé ma nouvelle. Et ils ont éclaté de joie. Amélie a sauté et m'a jeté les bras autour du cou. Me serrant fort. Maman. C'est incroyable. S'est-elle exclamée. Je suis si fière de toi. Lucas rayonnait. Il était temps qu'ils reconnaissent ce que tu vaux. Assise là. Entre mes deux enfants. J'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qui m'était entièrement propre. Ce n'était pas quelque chose que j'avais fait pour eux. C'était quelque chose que j'avais gagné pour moi-même. C'était une validation non pas de mes sacrifices en tant que mère, mais de mes compétences et de ma valeur en tant que personne. Quelques mois plus tard, par un samedi d'automne frais, nous étions tous chez moi. Lucas et Sarah m'aidaient dans le jardin, préparant mes plantes pour l'hiver. Amélie était dans la cuisine, essayant à nouveau de faire ma tarte aux pommes. La maison était remplie des bruits confortables et chaotiques d'une famille. J'étais sur la terrasse arrière, prenant une pause et les regardant, quand Amélie est sortie, essuyant de la farine sur son jean. Elle s'est assise dans la chaise en osier à côté de moi. Ça sent bon là-dedans? Ai-je dit. Espérons que ce soit bon cette fois. A-t-elle ri. Nous sommes restés assises dans un silence confortable un moment, regardant Lucas se battre avec un rosier tenace. Tu sais, dit Amélie doucement. Son regard lointain. Je pensais au mariage l'autre jour. Mon corps s'est légèrement tendu. Un réflexe que je ne pouvais pas contrôler. Pas celui qui n'a pas eu lieu,
A-t-elle précisé rapidement, sentant mon malaise. Mais un mariage. En général. Elle s'est tournée pour me regarder. Si jamais je me remarie, ce ne sera pas dans une grande salle de réception chic. Ce sera petit. Peut-être. Juste ici. Dans ce jardin. J'ai regardé mon petit jardin simple. Les plants de tomates à moitié morts et le rosier en difficulté. C'était imparfait et désordonné. Mais c'était à nous. C'était un lieu de guérison. Et tu sais qui sera la première personne sur la liste des invités? A-t-elle poursuivi, ses yeux se fixant dans les miens. La toute première invitation que j'enverrai? Je connaissais la réponse. Mais j'avais besoin de l'entendre le dire. Toi. Maman. Dit-elle. Sa voix douce mais certaine. Tu seras mon témoin. Si tu veux bien de moi. Des larmes ont monté à mes yeux. Pas des larmes de douleur ou de tristesse, mais des larmes d'une joie profonde et écrasante. C'était la boucle qui se bouclait. C'était la dernière pièce magnifique et guérisseuse du puzzle qui se mettait en place. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Celle saupoudrée de farine. Je serais honorée? Ai-je murmuré. Elle a serré ma main. Un sourire radieux se propageant sur son visage. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit rentré, je me tenais dans ma cuisine silencieuse. Les restes de notre journée étaient tout autour de moi, quelques plats sales dans l'évier. L'odeur persistante de la tarte aux pommes. Une trace de farine sur le comptoir. Ma maison n'était plus un espace silencieux et vide. C'était un foyer. Un lieu rempli d'amour, de rire et de la promesse de nouveaux départs. J'ai pris le premier pichet de travers que j'avais jamais fait. Celui que je gardais sur le rebord de ma fenêtre. J'ai passé mes doigts sur sa surface inégale. C'était un rappel de là où j'avais été, un récipient brisé et vide. Mais maintenant, il était plein. Plein de respect de soi. Plein d'un amour équilibré et sain. Et plein d'une paix tranquille et inébranlable. J'avais appris qu'on n'a pas à s'immoler par le feu pour tenir les autres au chaud. Parfois, le plus grand acte d'amour est de s'occuper d'abord de sa propre flamme. De la faire brûler si brillamment et si régulièrement qu'elle fournit lumière et chaleur à tout le monde autour. Sans jamais vous consumer. Le plus grand des amours, avais-je découvert, était celui que l'on décide enfin, de se donner à soi-même. Et de cet amour, tout le reste pouvait fleurir.